le 14 janvier 2026. À Tanger, lorsque le soleil commence lentement à glisser derrière les tribunes du stade Ibn Battuta, il n'y a pas encore de vacarme, pas de frissons sonores, pas de clameurs incontrôlables. Non, il y a autre chose, un poids, quelque chose de dense, presque invisible, qui s'installe dans l'air et qui se pose lourdement sur les épaules de deux nations qui n'ont plus besoin de se découvrir pour se craindre. Le Sénégal et l'Égypte. Ils ne se font plus face comme des adversaires ordinaires. Ils se font face comme deux miroirs. Chacun y voit ses propres cicatrices, ses traumatismes, ses certitudes aussi. Et une question flotte, jamais prononcée à voix haute mais ressentie par tous, des joueurs jusqu'aux supporters. Est-ce vraiment une demi-finale ou est-ce une revanche différée? Parce que ce match ne commence pas au coup d'envoi, il commence bien avant. Il commence dans les silences accumulés depuis cette finale de 2021, dans les regards évités, dans la mémoire collective de deux vestiaires qui n'ont jamais totalement digéré ce qu'ils ont vécu ensemble. Ce rendez-vous n'est pas un événement isolé, c'est un chapitre supplémentaire, un chapitre d'une histoire qui refuse obstinément de se refermer. La perception populaire, elle est simple, presque trop simple. Le Sénégal serait la force tranquille, le bloc compact, la machine collective huilée par des années de continuité. L'Égypte serait l'équipe des individualités, du génie solitaire, du danger surgissant dans un couloir laissé ouvert une fraction de seconde trop longtemps. Cette lecture rassure, parce qu'elle simplifie, parce qu'elle range, parce qu'elle évite de regarder la complexité en face. Mais ce match refuse toute simplification, toute. Si le Sénégal est là, ce n'est pas par éclat, ce n'est pas par domination outrageante, c'est par contrôle, par accumulation méthodique de décisions justes, souvent invisible, parfois même ennuyeuse pour un œil non averti. Son parcours n'a jamais été spectaculaire, mais il a été cohérent. Chaque match a ressemblé au précédent, même rythme, même structure, même refus du chaos. Le Sénégal ne joue pas pour impressionner, il joue pour réduire. Réduire l'espace, réduire les options, réduire l'espoir adverse. C'est un football de verrouillage progressif, où l'adversaire finit par se heurter à un mur qui ne recule jamais, mais qui avance centimètre par centimètre. Un football d'étau, de suffocation lente, presque clinique, et surtout, un football qui fatigue mentalement bien avant de fatiguer physiquement. Contre le Mali en quart de finale, par exemple, ce n'est pas la créativité qui a parlé, mais la patience. Un seul but, une seule faille. Et pourtant, jamais cette sensation que le match pouvait réellement basculer. Le Sénégal ne cherche pas à écraser, il cherche à étouffer. Il coupe les axes, il ferme les couloirs, il force l'adversaire à jouer exactement là où il ne veut pas. Mais cette solidité, cette maîtrise apparente, cache aussi une fragilité silencieuse. Car plus le match avance sans but, plus la pression change de camp. Et face à l'Égypte, une équipe qui vit précisément de ces moments suspendus, cette attente peut devenir un piège mortel. L'Égypte arrive dans cette demi-finale avec une trajectoire totalement différente. Là où le Sénégal a avancé en ligne droite, les pharaons ont zigzagué. Rien n'a été fluide, rien n'a été simple. Mais chaque difficulté traversée a renforcé quelque chose d'essentiel. La conviction intime qu'ils peuvent survivre à n'importe quel scénario. Leur quart de finale contre la Côte d'Ivoire n'a pas été une démonstration. C'était un combat, un match parfois désordonné, parfois incohérent, mais profondément révélateur. L'Égypte a gagné sans maîtriser. Et ce n'est pas un défaut, c'est une identité. Une équipe qui accepte de subir, qui accepte de reculer, qui accepte même de perdre le ballon, si cela signifie mieux contrôler le temps. Le danger égyptien ne se mesure pas en possession, ni en occasion franche. Il se mesure en instants, une transition, un espace, un appel, une course dans le dos d'une ligne qui a perdu son alignement une demi-seconde trop longtemps. Et soudain,
tout bascule. Internet adore réduire cette équipe à un seul visage, une seule silhouette. Comme si tout reposait sur un homme, une épaule, une jambe gauche. Cette lecture est confortable parce qu'elle donne l'illusion qu'il suffit de neutraliser un joueur pour neutraliser l'Égypte. Mais la réalité est plus sournoise. Ce joueur n'est pas seulement un finisseur. Il est un point de gravité. Il attire, il déforme, il oblige le bloc adverse à se resserrer, à glisser, à douter. Et pendant que les regards se focalisent sur lui, d'autres espaces s'ouvrent ailleurs. La vraie force de l'Égypte dans ce tournoi n'est pas sa créativité, c'est son sang-froid, sa capacité à rester en vie dans des matchs qui semblent lui échapper, à accepter l'inconfort, à ne jamais paniquer. C'est une équipe qui ne joue pas contre l'adversaire, elle joue contre le scénario et souvent, elle finit par le retourner. C'est là que cette demi-finale prend une dimension presque mentale. Car le Sénégal déteste perdre le contrôle du récit. Il aime dicter le rythme, imposer sa cadence, verrouiller progressivement. Mais que se passe-t-il si ce contrôle ne mène à rien? Que se passe-t-il si le mur tient, mais que la clé ne se présente jamais? À mesure que les minutes passent, le danger n'est plus tactique, il devient psychologique. Les confrontations passées entre ces deux nations ont laissé des traces profondes. La finale de 2021 n'a pas seulement offert un titre, elle a redistribué les cartes mentales, elle a donné au Sénégal une légitimité nouvelle, presque une assurance tranquille. Et elle a laissé à l'Égypte un goût amer, une frustration contenue, jamais totalement évacuée. Dans ce type de match, l'histoire pèse autant que la forme du moment. Chaque duel gagné, chaque faute sifflée, chaque arrêt du gardien réveille des images anciennes. Le football devient un langage émotionnel. Et dans ce langage, la moindre hésitation peut être fatale. Ce que beaucoup sous-estiment, c'est que cette demi-finale pourrait se jouer loin du ballon, dans la gestion des temps faibles, dans l'acceptation de ne pas dominer, dans la capacité à rester lucide quand le stade retient son souffle. Le Sénégal devra résister à la tentation d'accélérer à tout prix. L'Égypte devra résister à l'envie de subir trop longtemps. Ce match ne promet pas un spectacle. Il promet une épreuve. Dense, compacte, fermée. Chaque mètre gagné sera disputé. Chaque passe entre les lignes sera une prise de risque. Et plus le score restera vierge, plus la pression se déplacera insidieusement d'un camp à l'autre. Parce qu'au fond, la vraie question n'est pas de savoir qui est le plus fort. La vraie question, c'est de savoir qui acceptera le mieux l'attente, qui supportera le silence, qui saura respirer quand l'étau se resserre. Dans la suite, on va plonger beaucoup plus profondément dans les mécanismes invisibles de cette confrontation, là où le match se joue réellement, là où les caméras ne regardent pas toujours, là où une demi-seconde peut décider de tout. À mesure que l'on entre réellement dans le cœur de cette demi-finale, une évidence s'impose. Les clés de ce match ne se trouvent pas dans les schémas les plus visibles. Elles se cachent dans les zones grises, celles que les caméras survolent sans s'y attarder, celles où les lignes se déforment imperceptiblement, où les distances entre les joueurs racontent beaucoup plus que leur touche de balle. Le Sénégal, contrairement à l'image parfois figée qu'on lui colle, n'est pas une équipe immobile. Son bloc n'est pas seulement compact, il est vivant, il respire, il avance et recule comme un seul organisme. L'objectif n'est pas tant de récupérer le ballon que de rendre sa circulation inutile, de transformer chaque passe adverse en effort vain. C'est là que réside le piège sénégalais. Il ne s'agit ni de presser haut en permanence, ni de défendre bas par défaut. Il s'agit de contrôler l'axe central, de fermer les angles, de forcer l'adversaire à jouer dans des couloirs qui ressemblent davantage à des prisons qu'à des zones de danger. Face à une équipe égyptienne qui aime attirer avant de percer, cette gestion de l'axe est capitale. Si l'axe est neutralisé, les ailes deviennent stériles. Le ballon circule, oui, mais le danger stagne. Et pendant que le jeu semble se développer sur les côtés, le cœur du terrain reste verrouillé. Interdit, inaccessible. Mais cette stratégie a un coût énorme. Elle exige une concentration constante, une synchronisation parfaite, le moindre retard dans un glissement latéral, la plus petite hésitation dans un marquage intermédiaire. Et l'espace apparaît. L'Égypte vit précisément pour ces moments-là. Elle ne cherche pas à dominer structurellement. Elle attend.
Elle observe, elle provoque. C'est ici que la perception populaire se trompe lourdement. On dit souvent que l'Égypte dépend d'exploits individuels. En réalité, elle dépend surtout des erreurs collectives adverses. Son plan n'est pas de créer, il est de provoquer. Provoquer l'impatience, provoquer la frustration. Provoquer ce moment précis où une ligne avance d'un pas de trop, où un défenseur anticipe au lieu de temporiser. Et dans le football de haute tension, l'anticipation est souvent le premier pas vers la faute. Le Sénégal, de son côté, devra lutter contre une tentation sournoise, celle de vouloir prouver qu'il est supérieur, prouver qu'il contrôle, prouver qu'il mérite son statut. Or, face à l'Égypte, chaque volonté d'affirmation excessive devient une exposition. Plus le Sénégal cherche à imposer sa loi trop vite, plus il offre exactement ce que l'adversaire attend, des espaces. Ce match est avant tout une bataille de tempo. Le tempo sénégalais est lent, maîtrisé, presque anesthésiant. Il vise à endormir, à priver l'adversaire d'oxygène. Le tempo égyptien, lui, est irrégulier, imprévisible. Il alterne des temps faibles assumés et des accélérations brutales. Et aucun de ces deux rythmes n'aime être perturbé. Sur les réseaux, beaucoup parlent de duels, de comparaisons individuelles, de talent pur. Mais cette lecture passe à côté de l'essentiel. Ce match ne se jouera pas sur ce que les joueurs font avec le ballon. Il se jouera sur ce qu'ils acceptent de ne pas faire sans lui. La discipline sénégalaise sera testée dans sa capacité à ne pas se projeter inutilement. La discipline égyptienne sera testée dans sa capacité à ne pas reculer trop profondément. Il y a aussi une dimension physique souvent mal comprise. Oui, le Sénégal est perçu comme plus puissant, plus athlétique. C'est vrai dans les duels. Mais l'Égypte compense par une gestion de l'effort très intelligente. Elle coupe le rythme quand il le faut. Elle ralentit le jeu. Elle multiplie les micro-pauses. Elle transforme chaque arrêt de jeu en respiration. Et dans un match aussi fermé, ces respirations peuvent devenir décisives mentalement. La pression n'est pas la même des deux côtés. Le Sénégal porte celle du favori silencieux, celui qu'on attend, celui qu'on imagine solide. L'Égypte porte celle de l'outsider dangereux, libéré d'une partie des attentes, mais chargé d'une histoire lourde. Et parfois, cette asymétrie psychologique renverse les rapports de force. Plus le match avance, plus les bancs prennent de l'importance. Pas tant pour les changements eux-mêmes que pour le message qu'ils envoient. Un remplacement trop précoce peut signaler une inquiétude. Un remplacement trop tardif peut trahir la peur de déséquilibrer un édifice fragile. Chaque décision du staff devient une déclaration d'intention. Et l'adversaire observe, analyse, attend. Ce qui rend cette demi-finale si particulière, c'est qu'aucune des deux équipes ne veut réellement ouvrir le jeu. Elles savent toutes les deux que le premier but pourrait être définitif, que celui qui marque pourra se refermer, densifier, verrouiller encore davantage. Le risque n'est donc pas seulement de concéder un but, le risque est de concéder le contrôle émotionnel du match. À ce moment-là, la rencontre bascule souvent dans une zone presque invisible pour le spectateur. Une zone de regard, de gestes, de langage corporel. Une tête qui se baisse après une occasion manquée. Un joueur qui parle trop à l'arbitre. Une remise en jeu volontairement ralentie. Tous ces détails racontent l'état mental réel des équipes. Le Sénégal devra montrer qu'il sait gagner autrement qu'en dominant. L'Égypte devra prouver qu'elle peut résister sans subir indéfiniment. Et au milieu de cette opposition, le temps devient l'arbitre le plus cruel. Chaque minute sans but renforce une idée différente dans chaque camp. Pour l'un, la confiance. Pour l'autre, l'espoir. Dans la suite, on va entrer dans la phase la plus impitoyable de ce type de match. Celle où la fatigue mentale devient plus dangereuse que la fatigue physique. Celle où une seule décision, une seule seconde d'inattention peut rendre tout irréversible. À mesure que le match glisse vers son dernier tiers, quelque chose change imperceptiblement. Ce n'est pas un ajustement tactique évident. Ce n'est pas un changement de système clairement identifiable. C'est intérieur. Les joueurs commencent à sentir que le temps ne leur appartient plus, que chaque action peut être la dernière opportunité de faire basculer une rencontre qui refuse obstinément de se livrer. À cet instant précis, le football cesse d'être un jeu de principe pour devenir un jeu de nerfs. Le Sénégal se retrouve face à un paradoxe cruel. Plus il contrôle, plus il sent que ce contrôle ne suffit pas.
La possession devient un miroir anxiogène. Elle renvoie l'image d'une domination stérile, d'une supériorité qui ne se matérialise pas. Et dans l'esprit des joueurs, une pensée dangereuse commence à émerger. Faut-il faire plus? Faut-il sortir du cadre? Faut-il briser ce qui fonctionne pour tenter ce qui pourrait enfin débloquer la situation? C'est exactement à ce moment-là que l'Égypte devient la plus dangereuse. Parce qu'elle n'attend rien d'autre que cette fracture mentale. Elle sent quand l'adversaire commence à douter de sa propre méthode. Elle sent quand le mur n'est plus seulement une protection, mais une prison. Et dans ces instants, elle n'a pas besoin de multiplier les attaques. Une seule suffit. Un ballon récupéré dans une zone anodine, une projection rapide, une course qui aspire un défenseur hors de sa ligne, un appel dans le dos. Et soudain, tout ce qui semblait verrouillé se retrouve exposé. Ce n'est pas un football de construction, c'est un football de surgissement. Et plus le match est fermé, plus ces surgissements sont dévastateurs. Mais l'Égypte n'est pas exempte de risques. À force d'attendre, elle flirte parfois avec la passivité. Si elle recule trop, si elle laisse le Sénégal s'installer durablement dans les 30 derniers mètres, la pression finit par devenir physique. Les ballons reviennent sans cesse, les duels s'accumulent, les fautes se multiplient. Et à ce moment-là, le danger ne vient plus du jeu placé, mais des phases arrêtées. Un corner mal défendu, un coup franc concédé inutilement, une perte de concentration dans une zone critique. Ce match est un équilibre instable, un fil tendu au-dessus du vide. Chaque équipe sait que le premier à tomber risque de ne jamais se relever. Et c'est pour cela que les décisions deviennent de plus en plus conservatrices. Les passes latérales se multiplient, les prises de risques diminuent. Le football se transforme en un jeu d'attente presque insupportable. Dans les tribunes, la tension est palpable. Sur le terrain, elle s'exprime autrement, dans la manière de se replacer, dans la façon de demander le ballon ou de le refuser. Certains joueurs commencent à se cacher, d'autres, au contraire, cherchent à forcer le destin. Et ces comportements opposés créent des déséquilibres subtils mais dangereux. Si le match bascule sur un coup de pied arrêté, personne ne pourra parler d'injustice. Ce sera la conséquence logique d'une rencontre où l'espace a été constamment nié. S'il bascule sur une erreur individuelle, ce ne sera pas une faute technique, mais une faute de lucidité. Une seconde d'inattention dans un match qui exige une vigilance absolue. Et s'il ne bascule pas du tout, alors commence une autre bataille. La prolongation n'est jamais neutre. Elle favorise rarement l'équipe qui contrôle. Elle favorise celle qui sait attendre, celle qui sait survivre à l'inconfort. Les corps sont fatigués, mais ce sont surtout les esprits qui vacillent. Les automatismes disparaissent, les repères se brouillent, le football devient presque instinctif et dans cette zone floue, l'histoire pèse encore plus lourd. Les souvenirs remontent, les images reviennent, les tirs au but s'invitent dans les esprits, même si personne n'ose les évoquer. Ils sont là, comme une menace silencieuse. Une loterie que personne ne contrôle vraiment, mais que certaines équipes apprivoisent mieux que d'autres. Ce qui est certain, c'est que cette demi-finale ne livrera pas de vérité définitive. Elle ne dira pas qui était la meilleure nation. Elle dira simplement qui, à cet instant précis, a su rester debout plus longtemps que l'autre. Qui a accepté la souffrance sans chercher à l'éviter. Qui a compris que parfois, gagner ne consiste pas à dominer, mais à survivre. Quand le coup de sifflet final retentira, quel que soit le scénario, il ne mettra pas fin à cette rivalité. Il ajoutera une couche supplémentaire à une histoire déjà dense, une nouvelle cicatrice, un nouveau souvenir, un nouveau silence. Et dans ce silence, une certitude demeurera. Ce match n'aura pas été un spectacle, il aura été une épreuve. Avertissement important, le football reste imprévisible. Aucune analyse ne garantit un résultat. Respect du fair play, des joueurs, des arbitres et des supporters. Les débats sont légitimes, la haine ne l'est jamais. Vérifiez toujours vos sources et méfiez-vous des certitudes absolues. Si cette analyse t'a aidé à mieux lire ce type de match, à comprendre ce qui se joue au-delà du ballon, alors n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager ton ressenti en commentaire. Dis-moi surtout, selon toi, dans ce genre de confrontation, vaut-il mieux contrôler ou attendre? Dans la prochaine analyse, on ira encore plus loin dans les duels mentaux qui façonnent les grands matchs africains.
Alors, continuons. Parce que ce genre de match ne s'arrête jamais vraiment au coup de sifflet. Quand les lumières du stade s'éteignent et que les joueurs disparaissent dans le tunnel, il reste toujours quelque chose, une sensation étrange, celle d'avoir assisté à une rencontre qui n'a rien résolu, mais qui a tout révélé. Les forces, les failles, les peurs, les convictions profondes. Pour le Sénégal, quel que soit le verdict, ce match agit comme un révélateur brutal. Si la victoire est au bout, elle conforte une idée déjà installée, celle d'une nation désormais capable de traverser les tempêtes sans paniquer, capable de gagner des matchs qui ne lui sourient pas, de s'imposer sans briller. Mais même dans ce cas, une question demeure sourde, presque inquiétante. Jusqu'où ce modèle peut-il tenir face à des adversaires toujours plus patients, toujours plus cyniques ? Jusqu'où peut-on contrôler sans jamais vraiment frapper ? Et si la défaite survient, elle n'efface rien de ce qui a été construit. Elle fissure une certitude. Elle rappelle que la solidité n'est jamais une garantie, que le contrôle peut devenir une illusion, que l'histoire récente ne protège pas des erreurs présentes. Le Sénégal repart alors avec une interrogation lourde, presque existentielle. Faut-il continuer à étouffer ou apprendre parfois à frapper plus tôt, plus fort, au risque de se déséquilibrer ? Pour l'Égypte, l'après-match est toujours chargé d'une symbolique particulière. Une victoire ne serait pas seulement une qualification, ce serait un message, un rappel adressé à tout le continent. Certaines équipes ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent, elles patientent, elles survivent. Ce serait la validation d'un pragmatisme souvent critiqué, mais redoutablement efficace dans les matchs à élimination directe. Mais là encore, une question persiste. Combien de temps peut-on vivre en flirtant constamment avec le fil du rasoir ? Combien de matchs peut-on gagner en acceptant de subir, en réduisant la marge d'erreur à presque rien ? Et si l'Égypte tombe ? Le sentiment dominant n'est pas celui d'un effondrement. C'est une frustration froide, celle de n'avoir jamais été réellement dominé, d'avoir payé le prix d'un détail, une transition mal gérée, une phase arrêtée, une seconde d'inattention. Et cette défaite alimente alors un récit bien connu, celui d'une équipe capable de rivaliser avec n'importe qui, mais prisonnière d'un football où la moindre erreur devient fatale. Ce qui subsiste une fois les émotions retombées, c'est l'impression d'avoir assisté à un match sans éclat, mais d'une densité rare. Un match que l'on ne revoit pas pour les buts. Un match que l'on revoit pour comprendre. Comprendre comment deux équipes ont tenté, chacune à leur manière, de survivre à la pression. Dans les jours qui suivent, les débats s'emballent. Certains parlent de manque d'audace, d'autres de réalisme. Les réseaux sociaux cherchent des coupables ou des héros. Mais ces lectures rapides passent à côté de l'essentiel. Ce match n'était pas une démonstration, c'était un duel d'endurance mentale, un affrontement entre deux visions modernes du football africain, toutes deux légitimes, toutes deux imparfaites. Et c'est peut-être ça la conclusion la plus dérangeante. Il n'y a pas de vérité définitive à tirer de cette demi-finale. Pas de modèle absolu, pas de recette universelle, seulement des choix, des compromis, des renoncements assumés. Le Sénégal et l'Égypte ont joué ce match en connaissance de cause, en sachant que la moindre erreur pouvait effacer des mois de travail. Et c'est précisément pour cela que cette rencontre marque, parce qu'elle ne répond pas aux questions, elle les laisse ouvertes. Au fond, les grandes rencontres ne sont pas celles qui expliquent, ce sont celles qui révèlent. Et celle-ci, dans son silence, dans sa lenteur, dans sa cruauté, aura montré une chose essentielle. Parfois, le football ne récompense pas celui qui joue le mieux, mais celui qui accepte le mieux de souffrir. Si tu veux continuer à décoder ce genre de match, comprendre ce qui se joue derrière les lignes, dans les têtes et dans les silences, abonne-toi, laisse ton avis en commentaire et dis-moi. Dans ce type de rendez-vous, est-ce que tu préfères une équipe qui impose ou une équipe qui survit ? La prochaine analyse ira encore plus loin, parce que dans le football africain, les matchs les plus importants sont souvent ceux qui parlent le moins fort. Parce que ce match, au fond, parle moins de football que de rapport à l'attente, à la peur. Au temps qui passe, le Sénégal et l'Égypte ont offert une demi-finale qui agit comme un miroir pour tous ceux qui aiment analyser ce jeu.
Un miroir parfois inconfortable, car il oblige à accepter une vérité que beaucoup refusent. Le football de très haut niveau n'est pas toujours spectaculaire, mais il est presque toujours cruel. Cruel pour celui qui contrôle sans marquer. Cruel pour celui qui subit sans rompre. Cruel parce qu'il punit rarement l'erreur la plus visible, mais presque toujours la plus discrète. Ce match rappelle une chose essentielle. Dans les grandes compétitions, les équipes ne jouent pas seulement contre un adversaire. Elles jouent contre elles-mêmes, contre leurs réflexes, contre leur identité, contre leur peur de trahir ce qu'elles sont. Et parfois, c'est précisément cette fidélité à soi-même qui devient un piège. Le Sénégal a montré qu'il savait verrouiller, contenir, contrôler, mais il a aussi montré que cette maîtrise exige une lucidité permanente, sans relâche, une seconde d'hésitation, et tout l'édifice peut vaciller. L'Égypte, elle, a confirmé qu'elle savait survivre dans l'inconfort, qu'elle savait attendre sans paniquer. Mais elle a aussi rappelé que vivre constamment dans la marge, c'est accepter de jouer avec le feu. Il n'y a pas de camp du bien et de camp du mal dans ce type de match. Il n'y a pas de football pur contre un football pragmatique. Il n'y a que des contextes, des choix et leurs conséquences. Et c'est peut-être pour ça que cette demi-finale marquera davantage les esprits que d'autres pourtant plus spectaculaires. Parce qu'elle oblige à réfléchir, à ralentir, à regarder au-delà du score, à comprendre que le silence, parfois, dit plus que 1000 occasions. Ce genre de match ne fait pas toujours aimer le football, mais il le fait respecter. Respecter la difficulté de gagner, respecter la pression mentale, respecter ceux qui tiennent quand tout pousse à craquer. Alors oui, les débats continueront. On discutera des choix, des remplacements, des occasions manquées, des scénarios possibles. Mais avec le recul, une chose restera. Ce match aura montré que le haut niveau africain se joue désormais autant dans les têtes que dans les jambes. Et c'est exactement pour ça qu'on continue à l'analyser, à le décortiquer, à en parler, parce que parfois, les matchs les plus importants ne donnent pas de réponse. Ils apprennent à poser de meilleures questions.